Aujourd'hui, faire un double diplôme, faire une formation complémentaire après être devenu ingénieur ou pendant ses études. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pourquoi en faire un? Une méthode simple pour choisir très facilement, ça c'est ma méthode à moi, et pas mal d'exemples et de situations personnelles qu'on a déjà vécues. Bonjour, bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieur. Moi c'est Thomas et je suis avec Lucas, Bonjour. dont la chaîne sera en description de la vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui on s'intéresse donc au double diplôme, aux formations complémentaires. Exactement. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce sujet. C'est quelque chose dont j'ai entendu beaucoup parler en école parce que la formation d'ingénieur est assez technique. On a un peu de management, etc. Et souvent, quand on veut s'intéresser à d'autres postes, on nous parle un peu d'autres possibilités de formation pour compléter un peu le parcours ingénieur. C'est un parcours qui ne se suffit pas parfois à lui-même. Et Débattable, on va voir. on va voir pourquoi dans cette vidéo. Et on va, en fonction des cas, étudier chacun des exemples. Typiquement, si on doit commencer avec un exemple personnel, moi je me dis, si j'ai envie de travailler en conseil, par exemple, là je vais faire un stage en conseil, j'aurais pas forcément besoin actuellement d'un double diplôme. En tout cas, ça dépend du milieu en conseil dans lequel je travaille. À quoi ça servirait un double diplôme alors? Pourquoi tu voudrais avoir un double diplôme? Si je travaille dans un domaine qui est loin du domaine de l'ingénierie, ou en tout cas qui demande d'autres compétences, typiquement j'ai envie de travailler, je pense, faire responsable des affaires dans une entreprise, ou ingénieur acheteur, des choses comme ça, il y a peut-être besoin de plus de finances, et donc une école de commerce, ça pourrait être intéressant. Si j'ai envie de faire un poste un peu plus avec direction politique et tout ça, Sciences Po, pourquoi pas. Si j'ai envie d'avoir une expertise dans un domaine très très particulier, je peux compléter mon parcours par un passage soit dans une école d'ingénieur spécialisée en refaisant un double diplôme avec une école d'ingénieur, soit même à la fac. Parfois, il y a on peut même déboucher sur un doctorat à la fac. Et donc là, actuellement, je me dis que pas forcément, j'en aurais pas forcément besoin. Mais j'ai des collègues, par exemple, qui font des doubles diplômes, aussi pour le prestige. C'est une autre partie dont on pourra parler aussi. C'est j'ai un pote par exemple qui fait un double diplôme arts et métiers de Georgia Tech, très bonne école aux États-Unis, et donc s'il veut travailler là-bas, c'est une super plus-value. Donc il y a énormément de possibilités de double diplôme, pour complémenter son parcours. Et en fait, c'est un peu, on se perd très facilement, quoi. C'est dur aussi de savoir exactement ce qu'on veut faire, et on se dit, ok, parce que là, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais la période d'études supérieures est quand même assez courte. C'est dur aussi de se replonger dans les études après quand on a commencé à travailler. En tout cas, se consacrer 1 an, 2 ans, alors qu'on a déjà eu un salaire, voilà, on commence sûrement à payer un loyer, avoir des charges. Donc là, tu parles plus si tu veux faire une formation complémentaire, mais après avoir commencé à Ouais, travailler, c'est du ça. type master spécialisé ou MBA. Ouais. En fait, on se dit qu'après c'est plus tard, donc il faut le faire maintenant. Même si on n'est pas sûr de l'utilité, c'est pas grave, au moins on aura un truc en plus. Après, ça coûte cher aussi. C'est ça aussi. Ouais. Là, on pourra parler des financements aussi, de comment on paye tout ça, mais je sais pas si on peut aboutir directement à ton framework et que tu arrives direct à la solution, mais est-ce que toi, en tout cas, tu t'es posé un peu cette question-là? Ah ouais, je me la suis posé, non, c'est sûr. J'hésitais à faire une double diplôme avec le SCP, Ouais. qui était école partenaire à l'époque. Et je l'ai pas fait parce que. Et on peut arriver directement à la solution. Comme ça, on vous donne le framework, la solution pour moi. C'est un modèle à 3 points, hyper simple. Qu'est-ce qu'on retire d'un double diplôme? Et après, une fois qu'on comprend ce qu'on peut retirer, c'est pourquoi et on analyse sa propre situation. Donc, je vais te donner mon exemple et puis je te donne le modèle. Moi, c'était. Je vais faire l'inverse, on fait comme ça va plus vite. Le modèle, c'est qu'il y a 3 choses qu'on peut faire sur un double diplôme. Double diplôme, c'est tout, hein, c'est formation complémentaire, enfin un truc en plus, MBA ou autre. Il y a les compétences. Tu m'as dit, si je fais quelque chose dans un domaine différent, genre des sales ou de la finance, j'aurais peut-être besoin de savoir faire ça. Donc tu peux apprendre des compétences dans une école. Et en général, c'est le premier qu'on imagine, parce qu'on se dit, bah oui, je vais dans une école pour apprendre à le faire. Mais il y a 2 solutions pour apprendre des compétences. Donc il faut réfléchir. Compétence numéro 1. Deuxième, tu as parlé du prestige, notamment de Georgia Tech, école très connue. Puis j'imagine que tu vas dans les. Il y a différents phénomènes. Soit tu vas à l'étranger, tu fais une école prestigieuse à l'étranger, ou typiquement Ivy League aux États-Unis, ou des bonnes écoles en Angleterre et autres. Ou bien même, tu en as certains qui, je crois que c'est toi qui avais utilisé l'expression, qui lavent leur diplôme. C'est ça. Je ne connaissais pas cette expression. Ça fait longtemps que je suis parti de France. Et donc, qui vont par exemple faire un master à HEC après avoir fait une école d'ingénieur normale pour avoir le prestige de l'école d'ingénieur. C'est ça. Donc, prestige, on peut le mettre dans une catégorie
cachet, prestige, estampille, c'est une marque qui va être reconnue par l'extérieur, qui des fois est nécessaire. Par exemple, si vous voulez être médecin ou certaines professions légiférées sur lesquelles il y a des lois qui encadrent les choses comme avocat ou autre, il faut avoir le tampon pour être capable de faire des choses. Ingénieur, par exemple, en Australie, il faut un tampon de l'association des ingénieurs où il faut passer des examens complémentaires et être régulièrement évalué par l'association. Donc ceux qui certifient des ponts, par exemple. En France, la seule chose qui réglemente le diplôme d'ingénieur, c'est la CTI, donc la commission d'études d'ingénieurs. Et il y a 210 écoles d'ingénieurs en fait, qui font partie de cette CTI. Et si votre école délivre un diplôme et que cette école fait partie de la CTI, là vous êtes ingénieur, mais pas autrement. Ouais, mais là t'es ingénieur à vie. Ouais. Alors qu'ici, il y a un système de. Enfin, tu l'es, tu peux toujours devenir ingénieur membre, mais si tu es membre, il faut prouver que tu te formes tous les ans, toujours. Il y a un minimum d'heures par an à faire en formation continue. Ah, ok, d'accord. Très bien. Parce qu'il y a ingénieur de métier aussi, donc des gens qui font des postes d'ingénieur, mais qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est autre chose. Mais... Ouais, après, tu peux. Bref, donc sur le modèle, tu as compétences d'abord, prestige, cachet, et ensuite le troisième, c'est le réseau. Et celui-là, on l'ignore souvent au départ, mais en fait, il est hyper important, surtout, on en a parlé dans le podcast précédent sur le networking. Mais c'est une donnée hyper importante et quasiment presque, avec le prestige, est plus importante, même par rapport aux compétences. Je vais expliquer pourquoi. Dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? J'hésite avec aller à l'ESCP. Il y a les trois choses, et je me dis, moi, en plus, j'avais une condition différente, c'est que je pouvais faire l'ESCP, mais si je faisais l'ESCP, je ne faisais pas de césure. Et je voulais vraiment faire une césure pour avoir les compétences professionnelles, je ne savais pas ce que je voulais faire, et donc il fallait que je teste. Avoir la théorie en plus dans notre école, c'est cool, mais si je ne fais pas de césure, moi, je ne sais pas ce que je veux faire ensuite. Donc, compétences, j'étais déjà junior entreprise dans l'association de com, et donc je me disais, j'ai envie de m'impliquer à fond là-dedans. Je vais apprendre plein de trucs en communication, en commercial, je n'ai pas besoin d'apprendre ces compétences en académique. Et après, il y avait quoi? Il restait le prestige. Ouais, c'était prestigieux, mais après, Centrale Supélec, c'est là aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'étranger, de toute façon, peu importe. Et il restait le réseau. Et pareil, je me disais, ouais, je pourrais avoir le réseau, mais j'ai déjà celui de Centrale Supélec qui est largement suffisant aussi. Et donc, en regardant tout, je me suis dit, c'est pas forcément la peine et je voulais vraiment faire une césure. Mais maintenant, imaginons que toi, dans ton cas, tu hésites à faire soit un double diplôme, soit un MBA, soit autre chose. Et typiquement, un MBA, les compétences que tu apprends là-dedans, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment même c'est cool, tu as des profs super bien qui viennent t'enseigner, mais en vrai, tu prends Internet, tu es déjà ingénieur, tu as fait un diplôme. C'est bon, tu sais apprendre. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, en 6 mois, 1 an, tu l'apprends. Ouais. J'ai fait de la finance aussi en entreprise, tu apprends sur le tas et tu fonds. J'ai fait du procurement, j'ai fait des contrats. J'ai jamais appris ça à l'école. Ça sert à quoi alors, le MBA alors? C'est ce que je viens de te dire. Les compétences, c'est un plan des trois. Ouais. Mais penser qu'on y va pour les compétences, c'est pas vrai. En fait, on y va pour le réseau qui est énorme. Si tu vas à Harvard, de MBA de l'INSEAD, de HEC. Okay. Et tu y vas pour le prestige, le cachet, parce que le cachet peut être nécessaire pour valider pour une entreprise. Par exemple, les courants de vouloir faire une reconversion en allant en MBA. Et en fait, c'est limite, il y en a qui vont pour les compétences parce qu'ils les ont pas. Mais si tu es proactif et que tu sais apprendre par toi-même, tu peux déjà avoir les compétences. Et moi, par exemple, si je voulais faire, on va dire, de la finance d'entreprise. En vrai, sérieusement, tu me donnes 6 mois, il n'y a aucune raison pour que j'y arrive pas. Aucune. Par contre, une entreprise qui va accepter que je le fasse, alors que si je fais un MBA et que je fais spécialité en finance d'entreprise, il a les compétences. Alors que ça se trouve, j'ai rien appris du tout. Parce que j'ai tout appris par moi-même avant. Ouais. Mais c'est le cachet. Donc le cachet et le réseau, plus on avance dans le temps, plus ils sont importants. Et après, si tu préfères être encadré pour apprendre, les compétences sont aussi un point qui peut être important. Mais c'est pas forcément le plus important. Ensuite, ouais, vas-y. Et dans le framework, là, en 3 parties dont tu parles, est-ce qu'il y a le budget qui intervient à un moment? Typiquement, il y a des MBA qui sont très chers. Est-ce que c'est les entreprises souvent qui les payent? Comment ça se passe en fait? Parce que certes, très bien, on peut trouver quelque chose qui correspond aux 3, mais on voit que ça coûte 25 000 € l'année, il faut que ça soit rentable, quoi. Est-ce que... mais ça, c'est purement une question financière. C'est-à-dire que la question financière est très très simple. Combien ça te coûte? Combien ça te rapporte? Il n'y a pas de... est-ce que c'est un... Non, c'est pas un facteur en plus, c'est juste une condition nécessaire non suffisante. Tu n'as pas le budget, tu peux pas y aller. Il n'y a pas de question. Hyper simple. Et sur le moment, si tu n'as pas le budget et que tu fais l'investissement... tu fais un calcul d'investissement très simple qui est combien ça va me rapporter, qu'est-ce que je veux faire comme métier derrière. Si je fais ça, c'est pour avoir accès à tel job que je peux pas avoir accès sinon. Le salaire moyen de sortie, c'est ça, je vais tout faire et tu vas pendant 1 ou 2 ans, tu fais que travailler pour avoir ces jobs-là. Combien ça va me rapporter à la sortie, combien ça me rapporte, c'est quoi le risque financier? Oui, non, j'y vais. Ouais. Mais le budget n'est absolument pas un facteur à prendre en compte en termes de est-ce que je dois le faire ou pas. C'est est-ce que je peux le faire ou pas.
financièrement? Ouais. Oui, non. Et si jamais c'est oui, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, tu vois? Oui, c'est ça, ouais. Mais Après, c'est un taquet plus qu'autre chose. ok, C'est ok. parce que la porte elle est ouverte ou non, tu vois. Et après, Mm. tu vas avoir plusieurs portes en face de toi. Si t'as qu'un budget moyen, par exemple, à Harvard, ça coûte très très cher. Ça peut aller jusqu'à 20 000 euros l'année, je crois. J'ai vu des MBA qui allaient à 90 000 $ l'année. Ouais, bon, ceux-là, De ils sont. 5 000 à 90 000 C'est $. ça. On va dire 20, 10, 20, 15, 20, 25 000, c'est vraiment la moyenne pour les gros MBA. Et bah, en fonction de ta situation financière et de si l'entreprise peut ou pas te sponsoriser là-dessus, ce qui est classique pour des cabinets de conseil du type McKinsey, Bain, BCG notamment, tu auras des portes qui seront ouvertes et des portes qui seront fermées à clé. Les portes qui sont fermées à clé, c'est-à-dire les formations auxquelles tu n'as pas accès, t'oublies. C'est pas possible, ça sert à rien. Et celles qui sont ouvertes, après tu en auras qui vont plus se mettre dans une situation financière difficile que d'autres, et bah tu choisis en fonction. Mais c'est vraiment deux questions différentes, c'est est-ce que je peux et est-ce que je veux. Et le est-ce que je veux, c'est le modèle en 3 points. Ok, ouais, c'est intéressant. Si on revient sur ce framework qui m'intéresse beaucoup, si je fais une école d'ingénieur un peu moins cotée, et j'ai possibilité de faire l'ESSEC par exemple, j'ai regardé un master spécialisé en droit des affaires internationales et management à l'ESSEC, ça coûte 22 000 euros. Donc là, je me pose la question de je peux ou pas, très bien. Et ensuite, grâce à l'ESSEC, ça peut me débloquer plein de nouvelles portes, tu penses? Vraiment, le cachet a une aussi grosse importance en France? Et la question, et donc là on en revient à qu'est-ce que tu veux? Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, si je fais du droit international, des affaires internationales, c'est peut-être. Bah, si tu veux faire ça exactement, bien sûr, c'est sûrement très bien parce que tu auras Ouais. un cachet par rapport à ce job-là. Et pourquoi tu as fait ingénieur au début, c'est peut-être par hasard, mais si tu sais ce que tu veux faire et que ça correspond exactement, et que ça fait sens financièrement, ok, Ok. go, let's go. Ok. Mais si tu m'aurais dit, je sais pas ce que je veux faire, je te dis, réfléchis. Parce que les compétences, tu peux les apprendre par toi-même. Le réseau, bah, ça dépend. Si tu penses que ça peut vraiment changer ta vie, ok, mais quel type de job tu veux avoir ensuite? Et si jamais tu n'es pas sûr, il faut peut-être déjà commencer Ok. par te poser ces questions-là. Et si tu n'as pas de réponse, c'est très simple. Tu prends l'annuaire des anciens, tu prends des gens qui potentiellement peuvent faire des jobs qui peuvent t'intéresser. Et si tu connais pas, bah, tu fais une industrie après l'autre. Tu les contactes, tu leur demandes est-ce qu'ils peuvent te parler de leur jour au jour, et tu essaies de trouver ce qui t'intéresse vraiment, pas en faisant. Parce que si tu vas dans une formation comme ça qui coûte 22 000 euros pour un an et que tu sais pas ce que tu cherches, ni ce que tu veux, ni ce que tu aimes, je suis désolé, mais tu as autant intérêt à ne pas passer cette année-là, ne pas payer 22 000 euros et juste à te trouver toi-même, quoi. Ok, je vois. D'abord, voir un peu clairement ce qu'on veut faire avant de se lancer dans un complément de diplôme en fait. Si l'argent est un problème, ce qui est le cas pour 90% d'entre nous, hein, Mm. oui, Mm. si tu as l'argent limité grâce à tes parents, t'as rien à perdre à faire un an de plus et à faire un truc en plus qui te rajoute du compétence, du prestige et du réseau. Mais si jamais t'as, comme 80, 95, 99% de nous, si t'as pas 22 000 euros à sortir comme ça, parce que moi à l'époque, Ouais. c'était pareil, mais maintenant 22 000 c'est quand même beaucoup, c'est même beaucoup beaucoup d'argent. Pareil, actuellement. Voilà, donc ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite t'as le why, le pourquoi. Et là t'as ton framework en 3 points et tu fais une idée. Ah, ouais, vas-y. Ouais, non, mais ça me convainc assez. Mais en fait, une fois que je me suis posé cette question-là du pourquoi, ensuite je regarde les 3 points. Et, parfois, il y a un point qui va pas me satisfaire. Par exemple, tu dis sur les compétences, ça m'intéresse. Tu penses qu'on veut vraiment apprendre tout par nous-mêmes? Je pense que ça dépend des types de personnes. Ouais. Il y a des personnes qui préfèrent apprendre avec des cours. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui apprennent lentement. Il n'y a aucun souci non plus. Ok. Et on peut tout apprendre sur Internet? Ou dans des bouquins ou... Avec des personnes. Et sur le... Ouais. Ok. Je suis convaincu. Ok, très bien. Après, il y a les compétences. Disons que quand je vois les gens qui font des MBA, ce qu'ils apprennent, en vrai... Non, les vraies compétences, c'est le plus dur à avoir, c'est les compétences techniques en fait. C'est ça le plus dur. C'est pour ça que quand tu fais une école d'ingénieur, tu es déjà au bon endroit. Donc, Ouais, c'est ça. Typiquement, savoir faire des maths, pour moi, c'est assez dur par soi-même. Ouais, mais c'est le plus dur. Mais tout ce qui est business et entreprise, Oui. c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Oui. C'est peut-être présomptueux de dire ça, mais c'est juste que tu regardes ce qui. Enfin, ouais, tu apprends et quand tu l'apprends, tu fais bah oui, c'est pas si compliqué. Le diable est dans les détails, donc dès que tu veux être technique là-dedans, genre très bon financier, etc., oui, et c'est mieux d'avoir des personnes qui te mentorent parce que là, tu peux vraiment apprendre les trucs qui sont un peu cachés. Si tu sais pas par où commencer, par exemple. Si tu te poses des questions généralement, je ne sais pas par où commencer, dans ce cas, tu as peut-être plus intérêt à aller vers des formations qui justement t'aiguillent, ont un parcours en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que si tu te fais plaisir à apprendre des trucs de fond en comble par toi-même depuis que tu es jeune, c'est pas ça. Enfin, perso, je savais que c'était pas du tout un problème. Donc, Ok, bah, ouais, du coup j'entre un peu plus profondément dans ce framework. Sur les compétences, je vois très bien ce que tu veux dire par là. Ensuite, sur le cachet, tu peux pas l'avoir autrement.
ça je suis d'accord. Il y a Sauf des- si t'as déjà une école bien, mais bon, voilà. Et le cachet, c'est deux choses. T'as le prestige et le cachet, C'est ça pareil. englobé là-dedans. Ouais. Parce que le cachet, on va dire, peut être nécessaire pour certains jobs. Ok. T'as les postes en France, on sait très bien que si t'es pas polytechnicien, tu peux pas le faire. Si t'es pas HEC, tu peux pas le faire. Il y en a d'autres en dessous, si t'es pas Gazar, si t'es pas centralien ou des mines, tu peux pas le faire. Tu n'as pas accès parce que le poste se transmet de réseau en réseau. Enfin, c'est plus le réseau ça. Mais la STEM, c'est si t'es pas ingénieur, tu n'as pas accès à certains métiers. Ok. Si t'es pas avocat, tu n'as pas accès à certains métiers non plus. Ok. Notamment, par exemple, je crois que c'est le notariat. Il faut avoir un diplôme de notariat si tu veux faire. Ou Mhm. d'actuariat, pardon. D'actuariat, même quand t'es ingé, j'ai un pote qui a fait prépa, puis qui a fait école d'actuaire. Bah, il fallait qu'il ait ce diplôme pour pouvoir faire ce métier-là, je crois. Alors, je connais pas très bien, ça se trouve, vous allez me dire non, tu peux le faire quand même si tu l'as pas. Mais de ce que j'avais compris, il avait fait ce choix-là parce qu'il voulait être actuaire. Ok. Et il m'a dit, bah, si je Et, fais cette formation, voilà. Checkpoint, c'est bon. je peux le Checkpoint, ils ont des accords avec toutes les principales agences d'actuariat qui ensuite prennent des stagiaires chez eux. Ils sont tous. Enfin, c'est un petit milieu. Comme si tu me dis, je vais être moine au couvent et tu vas pas au couvent. C'est un peu étonnant, quoi. Il faut être cohérent. Ok. Et le prestige, c'est plus l'aura que ça va dégager ensuite. Et là, c'est vraiment une notion. On sait que les écoles elles sont classées par tier A, B, C et autres. Si tu veux avoir un prestige plus important, ouais, tu peux aller dans une école. Mais à ce moment-là, l'idée, c'est potentiellement de faire une formation courte, spécialisée, qui te permet d'avoir l'école et aussi l'accès au réseau. Même si ce ne sera pas le même prestige que l'avoir fait dans le parcours classique. En vrai, au bout du bout, ça compte très peu. Enfin, à part les plus hautes fonctions, ça compte peu, quoi. Ok, très bien. Non, c'est intéressant. Si je prends mon cas là, aux arts et métiers, j'ai un bon réseau. Le cachet est ok, il y a mieux en France, il y a CS, il y a Centrale Supélec, il y a Mine Paris, il y a c'est pas Polytechnique. Mais le réseau est meilleur. Ouais, il y en a, mais voilà, il n'y a pas 15 000 écoles non plus meilleures que arts et métiers, il y en a peut-être une dizaine, on va dire. Ensuite, niveau compétences, là, tu me dis que je peux apprendre un peu par moi-même. Dans mon cas, j'aurais pas vraiment intérêt à. Enfin, sauf s'il y a Et quelque chose de ça dépend différenciant. qu'est-ce que tu as envie de faire derrière. Ouais. Tu m'aurais dit, j'ai envie de faire un métier hyper spécialisé. Pourquoi pas Et puis, il peut y avoir aussi des parcours qui offrent d'autres opportunités du type faire des expériences particulières dans des pays particuliers. Genre, je crois que c'est l'INSEAD, si tu fais un MBA, ils proposent en général c'est 6 mois en France, 6 mois en France ou en Angleterre, je sais plus, et 6 mois à Hong Kong ou 6 mois dans. Et tu peux te dire, bah ok, je vais faire ça. Ok. J'ai un pote qui a fait une formation totalement en ligne. Et lui, c'était justement avec HEC pour faire des cours sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Bah, c'était un parcours sur 2 ans, mais totalement en ligne. Donc, c'est moins un gros commitment aussi. Tu peux te dire, bah, j'ai le cachet à moindre frais. Enfin, Ouais, je vois. Non, ce framework s'applique dans beaucoup de cas, je me rends compte. C'est bien. Je le connaissais pas avant et j'apprends quelque chose. Si ensuite on passe à une autre partie qui est le financement de tout ça, ouais. est-ce que l'alternance peut être une chose bien pour financer ses études, faire un prêt étudiant? Il y a plein de méthodes, il y a les bourses avec son école, les bourses sur prêt d'honneur. Enfin, je sais que moi dans mon école j'ai les prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts sans garantie. Il n'y a que les Gazards qui ont ça. qui sont vraiment pratiques. Donc en gros, comment financer? Est-ce que toi tu as eu des exemples autour de toi de gens qui ont payé des parcours en complément qui... Il y a tellement de choix en fait, je me dis... Bah oui et non, en fait, l'argent au final c'est très très simple, c'est l'avantage. C'est que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Okay. Et soit tu l'as grâce à ta famille qui t'aide, soit tu l'as grâce à du travail que tu fais à côté en plus, tu fais des petits boulots, soit t'as pas les moyens et dans ce cas tu peux avoir des bourses. J'ai une amie qui était boursière et qui travaillait à côté on était coloc et qui a pour avoir son diplôme. Très dur, c'est encore plus dur dans ces conditions-là, clairement. Quand t'as pas c'est un luxe de ne pas avoir à travailler quand tu es étudiant. C'est un privilège énorme. Il y a plusieurs méthodes, il faut juste trouver la sienne. En fait, et ensuite tu peux faire des prêts. Voilà. C'est un facteur bloquant, mais une fois qu'on l'a, c'est bon quoi. Enfin, le plus important, il est pas là en fait. Non, alors c'est important parce qu'en fait c'est un claqué, c'est-à-dire que soit c'est oui, soit c'est non, tu vois. Mais une fois que si tu sais ce que tu veux faire et que tu es vraiment déterminé, surtout quand tu es jeune et que tu as un projet, tu peux là il faut se référer au podcast networking, mais tu peux essayer de mettre en place des solutions, même si vraiment tu es au bout du bout et que tu as un projet hyper spécifique. Tu peux faire des campagnes de fundraising ou je sais pas, il y a des choses qui existent et qui sont possibles, mais pour ça il faut avoir un projet en fait. Et une fois que tu as un projet vraiment spécifique, il faut y aller et puis communiquer autour, essayer de trouver des solutions potentiellement innovatives. Mais ouais, les bourses et les prêts, surtout pour les étudiants ingénieurs, les banques sont beaucoup plus à même de faire des
d'être conciliante et de faire des facilités de paiement parce qu'elles savent très bien que vous allez gagner relativement bien votre vie ensuite et donc vous allez pouvoir repayer. Ouais, ça c'est bien ça. Se dire que les banques sont souvent de notre côté quand on est dans une bonne école et qu'on sait qu'on va leur apporter de l'argent ensuite, quoi. C'est ça, quand on dit de votre côté, ça veut dire les banques sont uniquement là pour faire de l'argent sur vous. C'est juste le principe d'une banque, c'est de faire de l'argent grâce à votre argent à vous. À partir de là, si vous mettez sur un point de vue, je vais faire de l'argent plus tard et vous allez en rapporter grâce à moi, ils vont être là, bon, pourquoi pas. Quoi, il faut prêter quelques milliers d'euros maintenant pour qu'on en gagne plusieurs milliers dans des 10-20 ans. Allez, pourquoi pas. Ça, un calcul, Ouais, c'est ça. c'est un calcul de pourcentage de risque sur une population qui est très, très, très peu risquée. Ok, très bien pour ce framework. Si on reviendra à ton exemple personnel, pourquoi tu as fait Central Paris après si là je dois appliquer le framework à ta personne, on va dire. Ouais, mais c'est ça. Supélec, Central Paris après Supélec, Ah, on va oui. dire que le cachet de Central Paris à l'époque était meilleur. Ouais, bien sûr. Ensuite, pour les compétences en énergie. En fait, c'est très particulier parce que déjà, ça m'a rien coûté en plus. Ah oui, Le coût était le même. C'était le début de la fusion et en gros, c'était les années avant que les deux écoles fusionnent. Et il y avait deux spécialités qui se faisaient en partenariat entre Centrale et Supélec, qui étaient la majeure, je crois, une mécanique. Je sais plus la deuxième, peut-être mécanique, et la première c'était énergie. Ouais. Énergie qui était l'une des plus demandées à l'époque. Il fallait être dans, je sais que pour y accéder, il faut être dans le top 20% de la promo par rapport à une certaine pondération des matières. Moi, je voulais faire la majeure énergie parce que je voulais travailler a priori dans l'énergie, c'était ce qui me plaisait le plus. Je savais pas forcément ce que je voulais, mais en tout cas, c'était ça qui me plaisait le plus à l'époque. Et donc, c'était très simple, en fait, je m'en fous. Être avec Central Paris, c'était juste un bonus. Ok. Mais je voulais faire la majeure énergie, ça tombait très bien que c'était avec Central, je me suis dit, tant mieux si. Et après, une fois qu'on était dans cette majeure-là, qu'on a accepté, on peut demander est-ce qu'on veut essayer de faire un double diplôme complémentaire ou non. La moitié, on va dire un peu moins de la moitié des effectifs a voulu faire ce double diplôme en plus, qui demandait d'avoir des meilleures notes, d'avoir beaucoup plus de conditions restrictives sur ce qu'on avait le droit de faire et pas faire, en termes d'options, en termes de stage, en termes de niveau moyen, genre aucun rattrapage, aucune note en dessous de 10, une moyenne plus élevée, vraiment c'était beaucoup plus dur, plus de projets aussi. Ah oui, d'accord. Et parmi ceux-là, je crois qu'on était la moitié à l'avoir, donc on était peut-être entre 3 et 6, je sais plus. Ah oui, d'accord, ça a été très filtrant quand même. Ah bah la majeure, de toute façon, l'option énergie, on était 30. Et ensuite, 15 qui peut-être... Non, je crois qu'il y en a eu 12 qui ont dû la tenter peut-être. Ouais, max. Je crois qu'on était entre 4 et 6, peut-être 6 à l'avoir du premier coup. Et je sais qu'il y en a eu 2 qui ont potentiellement passé des rattrapages, qui ont essayé de faire un truc pour l'avoir avec des matières en plus, mais bref. Donc en gros, dans le framework compétences, en fait c'était celle que je voulais avoir, donc c'était in. Enfin, c'est pas vrai, c'est-à-dire que la majeure, si on va différencier le double diplôme de la majeure, les compétences, il n'y en avait pas forcément plus, mais de toute façon c'était la même chose, c'était déjà inclus dans le package. Le réseau, il y en avait plus, et le prestige, le réseau, il y avait celui de Central Paris, et le prestige de celui de Central était plus élevé que celui de Supélec. Donc j'ai fait les... Vu qu'il n'y avait aucun coût pour moi, que c'était la même chose, juste il fallait que je sois meilleur en classe, et que... Le framework t'a dit let's go. Ah bah oui, il y avait aucun... En gros, il n'y a que de l'upside, aucun downside. J'ai plus bossé même pour mon rapport de stage, c'était une horreur, parce que j'ai dû faire... bref. Je devais cocher beaucoup plus de cases, ce qui fait que j'ai fait des trucs très très relous. Voilà, qui m'intéressaient absolument pas dans des trucs de recherche, mais je l'ai fait quand même, et c'est très bien passé, je l'ai eu, donc content à la fin. Ouais. Et tu vois, ça m'a coûté 0. Tu sais, quand ça te coûte 0 et que tu peux le faire en parallèle, ou juste te travailler plus, quand tu es étudiant, tu peux travailler plus, donc... Voilà, si t'as rien à faire et que tu peux avoir un double diplôme, prends-le. Parce que, notamment à l'étranger, ils vont pas connaître ce que tu dis, mais tu dis que tu as 2 masters d'ingénierie. Ça claque beaucoup plus que dire que tu en as qu'un seul. Ouais, ça t'a servi ici pour avoir ton... Ouais, bien. Ah ouais, je mettais en avant. Et après, ils me demandaient... sponsor et tout. L'école française, c'est comme la Sorbonne. Et moi, ouais, c'est comme la Sorbonne. Ils connaissent que la Sorbonne. Ah c'est oui, fou. c'est vrai. Ah ouais, c'est fou. C'est dingue. Donc, moi, je dis toujours... you know French school? Ils disent non, la Sorbonne. Oh yeah, la Sorbonne. Yeah. Same. Que la Sorbonne en France. Non, mais voilà, s'ils disent que c'est bien, voilà. Ça... Oui, tu le dis. Hein. Ouais, c'est faire Paris, c'est ça. Ouais, c'est puis je disais, l'avantage c'est que Central Paris c'était Central Paris. Oh, Paris, oh yeah. La Sorbonne. C'est ça, exactement. C'était dans Paris? Ouais. Question suivante, allez, on va pas dire la réalité. Région parisienne, allez. C'est ça, cercle tendu. Ok. Non, c'est intéressant. En tout cas, le framework guide un peu tout ce podcast. Et je trouve qu'il rentre dans beaucoup de cases. Hein. Il coche... il rentre dans beaucoup de modèles, beaucoup de cas, je veux dire. En tout cas, si on doit donner des exemples un peu autour de nous
de gens, enfin toi je pense que tu en as une plus grande quantité, euh, de gens qui ont fait un complément de diplôme et comment ça leur a servi par la suite. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué autour de toi, des choses qui n'auraient pas pu faire du tout sans leur complément de diplôme, en partant d'ingé? Bah, de tout ce que j'ai pu voir en ingé, c'est pas qu'ils auraient pas pu le faire, c'est juste que ça faisait. Alors, je vais donner 3 exemples. Il y en a, le premier c'était double diplôme école de commerce, qui derrière a fait du conseil en strat et a orienté finance. Bon, ça. En plus, lui, il a fait 3 doubles diplômes. Ah oui, Le deuxième était pas, il était faisable, donc triple diplôme. triple diplôme. Ça fait élève extrêmement studieux, bon GPA, enfin bonne note, et donc en fait, ça va pas l'aider en tant que tel, mais on se dit quand on voit le profil, bah c'est un très bon élève. Ok. Voilà, donc il arrive avec une bonne opinion positive. Mais il aurait pu le faire. Il a fait Centrale Supélec, il a fait, tu sais Ouais, ce ouais. qu'il a fait comme Non, école je sais plus, il y d'ingénieur? avait une fac, un truc en Ok. éco, plus le double diplôme. Ok. Enfin, quelque chose comme ça. Mais j'ai des amis qui ont fait l'école d'ingénieur, qui ont fait le même parcours et derrière qui n'ont pas fait double diplôme et qui sont aussi dans le conseil et qui font la même chose. Ok. C'est juste que c'est un STEM, c'est des cachets qui vont le suivre toute sa vie, où il pourra toujours dire j'ai 3 masters, ou 2 masters et un truc, je sais plus quoi, enfin même niveau, ça pète un peu quoi. Hmm. Deuxième, tu sais, on peut le faire, enfin pour le job qu'il a fait derrière, ça lui sera utile en fait en très indirect. Ça impressionne quand tu le connais pas quoi. Et puis bon, on pourra toujours dire de lui, ah c'est le mec qui a fait 3 diplômes. Ensuite, il y avait un autre qui a fait. Oui, ceux qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingé par exemple, aux États-Unis et autres, avec des très bonnes équivalences. Bon, voilà, forcément, le prestige d'une école comme Yale ou Harvard, ça envoie quand même grosso modo du lourd partout dans le monde. Et Ouais. après, ils ont beaucoup plus de facilité à avoir un job aux États-Unis ou autre. Ah là, le cachet MIT par exemple, il met bien dans pas mal de Ouais, cas. ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas oublier qu'aussi, au niveau du réseau, tu te fais un réseau dans le pays en question. Genre, si tu viens en Australie, à l'université de technologie de Sydney, bah, tu n'auras pas un cachet aux États-Unis, mais tu auras un cachet par exemple en Australie, tout le monde connaît, et tu dis, café central, ok, t'as fait UTS, c'est super, d'accord. Donc on te prend au sérieux, on voit que tu as envie de rester dans le pays. Donc si tu as un projet d'expatriation, c'est top. Et ensuite, le troisième, où là c'était plus utile, potentiellement, c'est ceux qui ont fait avec Sciences Po. Parce que l'avantage, c'est qu'avec Central Supélec, en fait, pour aller faire un double diplôme avec Sciences Po, tu as un seul entretien oral, pour ceux qui veulent le faire. Donc ils en recalent la moitié, mais une chance sur 2 pour entrer à Sciences Po Paris, c'est quand même Ouais, c'est pas mal. relativement. Enfin, faut se chauffer pour l'entretien, il n'est pas non plus. Hmm. C'est-à-dire, ceux qui y vont, c'est déjà ceux qui ont une appétence extrêmement forte pour ça. Donc, ça fait des années qu'ils se disent, qu'ils étudient la politique et autres. Donc, ceux qui y vont, en général, c'est ceux qui ont les profils les plus politiques et les plus cultivés. Ouais. Donc, parmi cette population-là, il y en a un sur 2 qui n'est pas pris quand même. Donc, c'est quand même des gens qui, de base, ont une très bonne école et ont des grosses compétences. Et eux, par contre, oui, ceux qui ont fait des parcours plus politiques, je pense que ça aurait été possible, mais j'ai pas vu d'autres exemples parce que, en fait, ceux qui veulent aller là-dedans et qui font ça sont aussi ceux qui sont le plus à même de faire ce type de truc derrière. Donc, si tu veux être politique dès le départ, C'était logique en fait. Voilà, ça si tu veux a faire- découlé dans leur parcours. à ceux qui voulaient vraiment faire politique, c'était pas pris là-bas. Enfin, c'est juste, voilà, donc ça faisait sens. Mais je pense, tu peux peut-être le faire sans, mais j'imagine que là, vu que c'est plus éloigné d'ingénieur, t'en as potentiellement plus besoin. Hmm. Ouais. Moi, je me suis posé la question de Sciences Po parce qu'il y a 3 jours, j'ai reçu un mail des arts et métiers comme quoi ils avaient conclu un partenariat avec Sciences Po Paris qui dit qu'il faut juste faire un dossier et passer devant une commission pour Ouais, rentrer c'est à Sciences Po Paris. Et je me suis dit, ah, c'est sympa parce que quand même assez prestigieux Sciences Po Paris. Et moi, à une époque, je m'intéressais à Sciences Po Paris, première année des Beaux-Arts, parce que je voulais faire un poste, en tout cas, j'avais pour ambition de faire quelque chose où il y a de la prise de décision et qu'il y a un vrai impact dans ce que je fais. Et je me suis dit, ouais, la politique, la Sciences Po, ça t'ouvre à des postes où tu décides, quoi. Et peut-être pas forcément de la politique, mais en tout cas, truc de décideur. Et je voulais orienter ça vers l'énergie, du coup je me suis intéressé sur le master énergie internationale, quelque chose comme ça. Et en fait, donc j'ai regardé les tarifs, c'était 6 000 euros à Sciences Po, c'était pas mal. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer 2 ans de plus à étudier, sachant que j'ai déjà reporté de 6 mois à la fin de mes études, et que du coup ça va me faire reporter encore de 6 mois parce que la rentrée je peux l'avoir qu'en septembre, etc. Donc en gros, au lieu de faire un bac plus 6 comme je vais faire actuellement, je vais faire un bac plus 8 pour faire Sciences Po et ne pas être sûr vraiment de vouloir faire politique. Tu vois, c'est une question qui est pas facile parce que je sais pas exactement ce que je vais faire. Tu vois. Alors là, tu vois, genre, typiquement, école de commerce, école d'ingénieur, je trouve que c'est très très proche en termes de réseau et de cachet. En tout cas, quand tu es en école d'ingénieur, je peux aller contacter un HEC, lui dire que j'ai fait centrale, il va me répondre, quoi. Pas forcément, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de chances qu'il me réponde parce qu'il connaît la formation, on est très proche en France.
Alors que Sciences Po, c'est un poil à côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, j'avais contacté T'as pas un Sciences Po, il va pas forcément. Enfin, peut-être, mais moins, tu vois. Et je trouve que le réseau est quand même assez différent. En plus, ça ouvre énormément de portes par rapport à pas mal de gens dans les fonctions poétiques, des fonctions littéraires et autres. Donc, ouais, c'est intéressant. En compétences, on aura. Alors, c'est débattable à quel point tu apprends des compétences à Sciences Po Paris ou à Sciences Po tout court, mais c'est vraiment différent en termes de ce que tu vas apprendre de restitution. Ouais, c'est un autre domaine. Hein. T'as de Euh, la culture G, de l'histoire, des sciences économiques. Enfin, c'est une ouverture au monde qui est différente. Ouais. Ensuite, le réseau est très différent, le cachet l'est aussi par rapport à certains postes uniquement. Donc il y a une vraie question qui se pose sur qu'est-ce que tu veux faire derrière et comment tu pourrais utiliser. Hmm. Si tu as tout le temps du monde et que tu t'en fous un peu et que ça te plaît, que ça t'intéresse vraiment, que tu veux apprendre, ça peut être cool de vraiment te faire plaisir pendant 2 ans de supplémentaire à faire un truc comme ça. C'est un environnement très différent. Après, si tu veux le rentabiliser, c'est là où la question se pose vraiment de qu'est-ce que tu veux faire derrière. Si tu veux faire un job technique tout de suite, est-ce que c'est vraiment la peine de faire ça? Si tu veux faire du conseil, tu peux sûrement faire directement après. Hmm. C'est plus si tu as des volontés, soit un plan à moyen long terme de dans le futur, là je vais commencer avec toujours du conseil sûrement, mais je sais que dans le futur j'aimerais avoir un impact sur les politiques environnementales du pays ou autre. Hmm. Et J'ai pris contact sur LinkedIn avec quelqu'un qui a fait Sciences Po Paris Arts et Métiers. Et lui, maintenant, il est en alternance. Donc là, il est en 2e année de son cursus à Sciences Po. Il est en alternance chez EDF. Et il fait analyste en politique publique de l'énergie chez EDF. Ça, c'est un truc qui pourrait me plaire en vrai. Enfin, je serais là. Du coup, j'ai envie de discuter avec lui de ce qu'il fait concrètement. Mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est encore maintenant, là, je suis bientôt à la fin de mes études. Je me dis, est-ce que je vais compléter mon diplôme encore? Et vraiment, je me dis pourquoi pas. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est une vraie question. C'est quelque chose d'intéressant. Surtout, ça dépend à quel point le fait de te dire j'aimerais. Au moment où tu sauras, tu vois, tu vas faire ça, il y a des stages peut-être prévus dans le ouais, il y a cursus. des stages dans mon cursus. L'avantage de faire cette formation, c'est que tu vas savoir si oui ou non ça te plaît vraiment. Hmm. Et au pire, ça te plaît pas, bah soit tu peux limite, je sais pas à quel point tu peux l'interrompre pour anticiper au bout d'un an, tu vois, Ouais. ou faire les deux, et tu vas juste, tu pars derrière sur chercher un travail, machin. Ouais. Soit tu le finis et tu sais, bah je sais ce que je veux vraiment faire, et tu as un diplôme en plus qui est vraiment différent. Si t'as pas envie d'apprendre ce qu'ils enseignent là-bas, c'est pas ouf parce que tu vas vraiment te faire chier. Alors que si tu sais que de base, le contenu va te plaire et ça va te permettre de découvrir des choses, c'est pas forcément un mauvais choix. Après, ça dépend à quel point c'est 6 000 € l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça dépend à quel point tu peux avoir les C'est fonds. un budget. Ça se trouve, tu peux faire du babysitting à côté et tout, mais Oui, c'est vrai. mais ouais. Après, c'est sur Paris, le logement coûte cher aussi. Enfin, il y a des choses Ouais, à ouais. prendre en compte. Tu vois, donc, Non, c'est une vraie question, mais Mais en tout cas, voilà, ça c'est juste un exemple perso. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y en a sorti beaucoup d'exemples dans ce podcast. Je pense qu'il y a à retenir, c'est vraiment ce framework qui est applicable. Tu posais les 3 questions. Toujours les 3 questions. Et vraiment, on a détaillé chaque point du framework. Donc je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur compléter son diplôme? Ou si tu vois une autre partie qu'on n'a pas étudiée ou pas discutée? Il y a juste le seul écueil à éviter à mon avis, c'est pas une solution magique. Ouais. C'est pas on va arriver et se dire je vais compléter mon diplôme et j'aurai un job magiquement ou je veux faire ça parce que je trouve pas de job. C'est pas une solution. Ça peut rajouter des compétences, du réseau ou du prestige à ton CV et à toi, mais ça va rien changer à la situation sur le fond, sur qui tu es. Donc vraiment se poser les bonnes questions au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, et ensuite comparer les potentiels avantages du nouveau diplôme par rapport à ça. Si tu vas uniquement pour les compétences, qui est quelque chose, une vision généralement assez classique, tu peux être très déçu, donc surtout pour quelqu'un qui est proactif et qui aime apprendre par lui-même. Donc je conseillerais vraiment de pondérer les 3 arguments et de se dire pourquoi est-ce que j'y vais. Et des fois, tu peux te dire je sais pas, je suis pas sûr que ça sera une bonne idée, mais je peux justement la porte est ouverte parce que je peux me le permettre financièrement et j'ai les solutions qu'il faut. Ça prend 1 an, 2 ans c'est plus long, mais si ça prend que 1 an par exemple, typiquement, ça peut valoir le coup. Ok, allons-y, je sais pourquoi je le fais, je sais que je vais savoir ensuite si oui ou non je vais aimer ou non, et puis après tu vois ce qui se passe. Mais il faut pas foncer dans un double diplôme en se disant grâce à ça je vais avoir plus d'opportunités, plus de jobs. Ça t'ouvre des portes, mais ça te trouve pas le job pour toi. Ça, il faut vraiment faire l'effort d'y aller. Donc voilà, c'est pas une pilule magique. Remettre un peu les choses dans leur contexte, ça change pas toute la vie non plus, quoi. Non, ça change pas toute la vie, mais ça peut être un énorme plus par rapport à certains projets que tu peux avoir. Ouais. Moi, si j'avais un conseil à donner en dernier, c'est juste
Renseignez-vous sur les personnes qui ont fait le même double diplôme. Là, typiquement, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait arts et métiers Sciences Po Paris. Évidemment que je vais le contacter, quoi. J'ai envie de savoir comment ça se passe. Et souvent, il y a forcément quelqu'un, sauf dans une grande exception, mais quelqu'un qui a fait ce parcours-là, qui a fait Supélec, ESCP. Enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose à faire pour se renseigner, pour avoir des notions. Voilà, c'est juste le conseil que je souhaite donner ici. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais finir avec une dernière anecdote. Ouais. J'ai une amie qui a fait, qui était en prépa littéraire au départ et qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et qui s'est rendu compte en prépa littéraire qu'elle adorait la géographie. Genre vraiment, elle est passée d'une élève normale, moyenne, à A+ student, 18 sur 20 sur tous les trucs de géographie. Elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je veux faire? Elle n'a pas eu l'ULM là, l'école normale. Elle s'est dit, bah, j'ai envie d'étudier et j'ai toujours rêvé d'aller au Canada. Et donc elle a commencé à chercher les parcours au Canada qui lui permettraient de faire de la géographie. Et là, il y avait personne justement qui était là-bas pour montrer. Mais elle est partie et elle a redoublé une année pour valoriser. En fait, parce que le Canada lui disait, bah, on veut bien te prendre, mais on connaît pas trop ton parcours, c'est littéraire, pourquoi tu veux entrer directement? Écoute, t'entres en deuxième année, tu fais la deuxième année, et là, si jamais tu la passes, on te valide ta première année a posteriori, et tu pourras passer en troisième. Ok, Bon, très bien. elle le fait, elle arrive là-bas, donc encore une fois, elle était avant ça, toute sa scolarité, élève normale, enfin genre 10-12. Là-bas, géographie, elle adore, genre 18 partout, enfin, Ok, student, elle a trouvé enfin, son truc. elle a trouvé sa passion, Ah, elle y va, elle. c'est magnifique ça. Et ensuite, elle a fait 2 ans, elle a eu donc sa licence numéro 1, et je crois qu'elle a fait peut-être une troisième année. Elle a pu finir ensuite en France, en revenant, pareil avec des équivalences depuis le Canada, Ah, bien. sur, je sais plus exactement l'école, je crois que c'était justement, soit c'est la Sorbonne, soit c'est autre chose, mais bref, Une fac parisienne. une fac parisienne, Mm. enfin très réputée, je suis désolé, j'ai un trou sur le nom, ça fait Panthéon Assas ou des choses comme ça, peut-être. quelque chose dans le genre, voilà, quelque chose de très connu, mais pour finir le parcours en France, et grâce à force d'équivalence, elle a réussi à se créer un passage, une formation complémentaire en fait, Ouais. son chemin, non orthodoxe, mais parce qu'elle avait Ok. vraiment trouvé quelque chose qu'elle aimait. Et son pouvoir en fait à ce moment-là, c'est que elle avait son projet. Elle voulait faire de la géographie, tu vois, elle au plus haut Ouais, niveau. c'est ça. Elle a trouvé la meilleure université au Québec, qui était à Rimouski, une petite ville. Ouais, ouais. Enfin, c'est la deuxième meilleure qu'il a acceptée. Ensuite, elle fait 2 bonnes années, elle va à Montréal pour aller dans la meilleure université du Québec pour faire ça. Puis derrière, elle revient en Ah, France. trop bien. Donc, tout ça pour dire, tout est possible si vous donnez les moyens et surtout si vous avez vraiment un projet que vous portez. Ok. Ça permet de surmonter beaucoup d'obstacles. Ok. Ah, c'est une super conclusion. Merci. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire sur les doubles diplômes, si vous en faites un, etc. Et sinon, une vidéo s'affiche à l'écran, une autre discussion avec Lucas, de discussion d'ingénieur. Merci d'avoir regardé. À bientôt. À bientôt.